Ce premier temps va être consacré aux enjeux juridiques de la circulation des données à l'ère du numérique. Et pour ce premier temps, nous nous intéresserons à la protection des données et souveraineté. Je vais dans quelques instants vous présenter les intervenants de cette table ronde qui nous ont fait l'honneur de leur présence à ces 8e journées universitaires sur les enjeux des gouvernements ouverts et du numérique. Mais avant, et comme nous l'avons institué dans le cadre de ces journées universitaires, William Gilles et moi-même tenons à intégrer pleinement nos étudiants de master à ces journées universitaires dont c'est la raison d'être. Donc pour commencer, je vais passer la parole à nos 2 étudiantes de Master 2 que je vous présente à l'instant, Karina Donacimento Miranda et Alexandra Yankou, qui vont introduire la session. Notre ère se caractérise par une massification des données produites, traitées et échangées. L'augmentation rapide de la puissance de calcul et de l'espace de stockage des ordinateurs a considérablement facilité la circulation des données. Les données sont présentes à tous les niveaux, individuels, sociétal et international. Avec la circulation des données facilitée, émergent des enjeux juridiques essentiels. Comment réglementer la circulation des données de santé, fiscales et statistiques au sein de l'UE? Comment faciliter la circulation des données entre l'administration et les citoyens? La circulation des données pose également des enjeux de souveraineté, car la majorité des données sont stockées dans le cloud, qui sont globalement des solutions américaines. Que peut faire la France et l'UE pour assurer la souveraineté des États et réduire la dépendance technologique américaine? Comment assurer la sécurité informatique des données personnelles et médicales? Les prémices d'une politique de la donnée se trouvent dans la loi de 1978 qui pose les bases du droit d'accès aux données administratives. En 2016 est promulguée la loi pour une république numérique qui rend obligatoire par défaut l'ouverture des données administratives. Le règlement général de la protection des données à caractère personnel, en vigueur depuis 2018, a constitué une couche supplémentaire qui a pour objectif de favoriser la circulation des données personnelles de manière sécurisée au sein de l'UE. Le 30 mai 2022, un ambitieux règlement européen qui se propose de favoriser la réutilisation des données a émergé. Il s'agit du règlement sur la gouvernance européenne des données ou Data Governance Act, DGA, qui vient juste de rentrer en application le 24 septembre 2023 et qui a comme objectif de garantir l'autonomie stratégique de l'UE et de faciliter la circulation des données à l'échelle internationale. Nous pouvons constater qu'avec la transformation numérique, il est apparu un double enjeu, celui de protéger les données tout en favorisant leur utilisation à des fins de transparence et de création de valeur. La donnée est devenue un enjeu à la fois politique, démocratique, scientifique, économique et même géostratégique, qui fait l'objet de qualifications juridiques appelant à des règles différentes selon leur nature. D'une part, nous limitons la réutilisation de ces données, comme avec la notion de données à caractère personnel, mais d'autre part, son ouverture est un impératif, comme avec la notion de données publiques. Et en revenant sur la notion de circulation, celle-ci ne doit pas être réduite à celle de l'open data, car même certaines catégories de données couvertes par les secrets peuvent être partagées de manière limitée et sécurisée grâce à l'émergence de plateformes telles que le Health Data Hub dans la santé, le AG Data Hub en matière agricole, ou encore le Centre d'accès sécurisé aux données, le CASD, qui constitue un enjeu d'autonomie stratégique pour la recherche, si nous reprenons ici quelques exemples français. L'ouverture des données doit évoluer à maturité, sans renoncer à ses principes fondamentaux. Un renforcement de la confiance dans la réutilisation des données est nécessaire pour atteindre cette maturité et doit être encouragé dans la sphère politique et administrative. Pour ce faire, la qualité et l'accessibilité doivent être améliorées et les infrastructures doivent répondre à ces besoins. Le partage entre acteurs publics doit être un impératif d'efficacité et aussi un moyen d'évaluer correctement les politiques publiques. De plus, la société civile et ses représentants
doivent également toujours être intégrés au débat afin que la circulation des données puisse se faire dans un cadre transparent et respectueux de la liberté d'entreprendre et du droit de propriété intellectuelle, tout en prenant en compte les besoins des individus qui sont à l'origine des données qui les concernent et aussi l'intérêt public. Merci de nous avoir écoutés et merci à Madame Boudena, Monsieur Gilles de nous avoir donné cette opportunité d'introduire cette table ronde. Et merci également aux intervenants d'avoir accepté de contribuer à ce débat qui est tellement important tant personnellement pour notre formation que pour l'évolution des discussions sur la circulation des données à l'ère du numérique. Les évolutions profondes qui traversent l'open data aujourd'hui sont plus rarement explorées. Ce sont toutes ces raisons qui ont motivé le livre que William Gilles et moi-même avons écrit et qui paraît demain. Je tiens à dire que nous ne sommes pour rien pour ce hasard éditorial, mais il me plaît de dire que ce hasard tombe bien avec les journées universitaires sur les enjeux des gouvernements ouverts et du numérique. L'open data et l'open government sont deux notions différentes, mais qui sont parfois confondues. Si la notion de gouvernement ouvert est plus large que la simple ouverture des données, pour y inclure également la transparence, la participation, la co-construction, ces deux notions sont cependant étroitement liées. Dans l'ouvrage que nous avons rédigé, William Gilles et moi-même, nous avons constaté que l'une des difficultés de l'ouverture des données est l'absence de dialogue entre les acteurs concernés. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi de confier à Jeanne Solofriso, dans cette session, une intervention sur les tables du gouvernement ouvert. Donc, Jeanne Solofriso est doctorante, donc elle va nous faire connaître sa vision sur ce qu'elle appelle les tables du gouvernement ouvert. Jeanne, vous avez la parole. Je tiens dans un premier temps à remercier Monsieur Gilles et Madame Boadana pour la confiance qu'ils me portent dans l'attribution de cet espace et également remercier les professeurs qui sont à la genèse de cet épanouissement académique. La professeure Patricia Reyes de l'Université de Valparaiso au Chili, la professeure Eva Menendez Sebastián de l'Université d'Oviedo et les autres professeurs qui ont su m'ouvrir des perspectives et m'accompagner dans les différentes étapes de mon processus. Mon intervention s'intitule « Les tables nationales comme complémentation démocratique de l'État constitutionnel ». Elle sera brève, donc je me permets de faire une petite parenthèse introductrice pour que mon propos soit bien entendu. Par table nationale de gouvernement ouvert, j'entends, ce n'est pas une notion, c'est un fait, c'est une pratique déjà établie en Amérique latine et particulièrement au Chili, où différents acteurs se sont réunis autour d'une même table pour établir ce qu'on appelle un plan de gouvernement ou d'État ouvert. Par complémentation démocratique, j'entends la bonne pratique démocratique au sein d'un État républicain, qui n'est plus un État moderne, et de l'État constitutionnel, c'est-à-dire d'un État dont on sépare simplement la Constitution de sa pratique démocratique. L'adhésion d'un gouvernement, tant local que national, au programme du partenariat pour un gouvernement ouvert oblige la rédaction d'un plan d'action, évalué et suivi par un rapporteur indépendant. Mon intervention portera sur l'actuel et 6e processus chilien de rédaction du plan d'action national, sera influencée par les travaux et enseignements du droit constitutionnel du professeur Raúl Gustavo Ferreira de l'Université de Buenos Aires qui m'accompagne dans les premiers pas de mon doctorat et se divisera en 4 arguments. Le Chili adhère au partenariat pour un gouvernement ouvert en 2011, année durant laquelle la sphère académique locale s'éprend déjà du sujet. Le professeur Álvaro Ramírez Alujas rapportait déjà « Le gouvernement ouvert est né de la conviction de repenser l'administration publique, de transformer la société, de contribuer au développement de démocraties plus saines et de passer des hiérarchies au réseau. » Le Chili décide de l'appellation du 5e groupe dédié à l'écriture du plan d'action national pour la période de 2017 à 2022 de Forum Multiactor, c'est-à-dire de Forum Multiacteurs.
Il s'agissait là d'une table qui incorporait des mécanismes de dialogue entre différents représentants de la société civile et de l'université, un groupe précurseur dans la région latino-américaine, portant pour l'une des premières fois la transition du projet de gouvernement ouvert à celui d'État ouvert. L'actuel groupe consacre par son nom et fonctionnement l'attitude pionnière du Chili. La Mesa Nacional de Estado Abierto, table nationale d'État ouvert, publiera dans un mois un plan d'action relatif à l'ouverture des 3 pouvoirs. Cette table n'a pas observé un processus d'écriture, mais bien un processus de co-écriture entre 8 membres permanents et 2 observateurs. Les 8 membres permanents sont de manière assez sensée un représentant du pouvoir exécutif, du pouvoir judiciaire, du pouvoir législatif, de la Cour des comptes, 2 représentants de l'université, aussi membres du réseau académique pour le gouvernement ouvert, la RAGA, et 2 représentants du réseau de la société civile. Les 2 observateurs internationaux sont aussi cohérents du fait de l'action des Nations Unies en Amérique latine, puisqu'ils appartiennent à la CEPAL, la Commission économique pour l'Amérique latine, dont le siège à Santiago de Chile est particulièrement dédié à l'ouverture des gouvernements, et le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement. Le processus de création d'un plan d'action de gouvernement ouvert est flexible et ne souffre d'aucune autre contrainte que celle prévue par les standards publiés par le Partenariat pour un gouvernement ouvert. L'actuel engagement chilien porte mon premier argument. Il ne serait que peu conforme au postulat de gouvernement ouvert que d'établir un plan d'action suivant nos logiques verticales et excluantes. Moderne, somme toute. La coécriture d'une table nationale la coécriture d'un plan par une table nationale multipartite relèverait d'une obligation de cohérence et d'une garantie d'infusion dans les 3 pouvoirs de la mutation de la pratique démocratique portée par le gouvernement ouvert. Le texte constitutionnel incarne la prémisse basique d'un État, déclare son existence, la joie de légitimité, mais n'appelle pas nécessairement le projet démocratique. La Constitution se voit attribuer un devoir de concision et de difficiles réformes. Elle porte la promesse de stabilité, qualifiée par Peter Eberle de contrat intergénérationnel. Par ses fonctions dogmatiques et organiques, c'est-à-dire de reconnaissance de garanties fondamentales et de la séparation des pouvoirs, le texte, la Constitution, est habité par la dimension formelle de la démocratie. Fondée sur le respect de la liberté moderne, voilà cette dimension faible de la proéminence qu'on lui attribue à l'heure d'aborder les inégalités structurelles et l'innovation, à l'heure d'envisager, à l'ère du numérique, la pratique démocratique. Qu'avons-nous prévu dans l'État moderne pour absorber dans le projet non politique mais bien démocratique l'innovation publique et la co-création? Quelle autre expression pour la dimension matérielle de la démocratie que le jeu des partis? Il s'agit bien là d'opérer une distinction fondamentale au sein de l'État constitutionnel tel qu'étudié par Peter Eberle entre la Constitution et le plan de gouvernement ou d'État ouvert. On viendrait dépasser le moderne pour soutenir, depuis la théorie de l'État, la dimension matérielle de la démocratie. Le texte constitutionnel supporterait les missions, traditionnellement dogmatiques et organiques, et le plan de gouvernement ouvert, sans être nécessairement positionné et positionnable dans la hiérarchie des normes, une mission démocratique. Voilà les 3 missions, dogmatiques, organiques, démocratiques, d'un nouvel État que je présume contemporain et mon 2e argument. Considérons les plans d'action comme l'incarnation du projet démocratique d'un pays et laissons aux agendas exécutifs et législatifs le soin de définir le projet politique. L'étape nationale, inspirée de l'actuel effort chilien, affecterait la manière dont les institutions fonctionnent et interrogerait leur capacité à répondre aux demandes citoyennes. L'extension à moyen terme des plans d'action, environ 5 ans, permet aux citoyens de matérialiser le projet démocratique. Cette extension à moyen terme assure l'opportunité générationnelle et contextuelle de réforme des institutions depuis les piliers de transparence, participation et collaboration. Ces plans incarnent à mon sens une opportunité de transcendance politique, de contracter un nouveau mariage avec l'état de droit sans entamer de processus constituants. Ce propos est évidemment influencé de la crise chilienne de 2017 à 2022. Les plans de gouvernement ou d'État ouvert permettent à une génération de citoyens d'influencer le cours de leur temps par une modification de l'agenda institutionnel, permettent de répondre de manière disruptive aux moyens modernes, aux crises qu'ils rapportent depuis leurs intimités. Voilà mon 3e argument.
le devoir de contrat intergénérationnel attribué par Peter Eberle à la Constitution se verrait alors étendu à l'État. Les tables et plans de gouvernement ouvert porteraient à mon jeune propos la dimension matérielle du droit pour chaque génération de réformer son projet démocratique. Les tables de gouvernement incarneraient somme toute la réserve d'humanité dans la programmation contextuelle du projet démocratique. Une opportunité de formuler à nouveau notre engagement pour la gestion communautaire, une opportunité de formuler à nouveau notre engagement pour la gestion communautaire en paix, mot que j'emprunte au professeur Raúl Gustavo Ferreira, qui en espagnol sont la reserva de humanidad y la ordenación comunitaria en paz. Ces tables assurent un travail complémentaire à celui du texte constitutionnel dans l'orientation du projet politique vers le bien-être de la communauté. La table nationale, qui donc coécrit les plans de gouvernement ouvert, affecte par sa composition multipartite et fonctionnement horizontal l'activité démocratique d'un État sans reconnaître de garantie ni élaborer de politique publique. Son action n'appelle donc ni des droits civils et politiques, ni des droits économiques, sociaux et culturels, c'est-à-dire ni des droits de première génération, ni des droits de seconde génération, deux catégories qui, fondées sur le respect de l'individu, la défense du subjectif, nourrissent la même vocation moderne, telle que défendue par Benjamin Constant à l'Athénée Royal en 1819. Ce sera ici mon quatrième et dernier argument. La table nationale ainsi constituée incarne l'émergence d'un nouveau sujet qui transcende la dichotomie public-privé. Voilà la démonstration de l'actuelle mutation du moderne vers une nouvelle ère. L'ère de la complémentaire addition des garanties subjectives et intersubjectives, l'ère de l'autonomie relationnelle, en bref, et dans les pas de Georges Jelinek, l'ère de l'État contemporain. Merci Jeanne pour votre intervention qui introduit ces débats sur les enjeux juridiques de la circulation des données à l'ère du numérique. Ça fera l'objet d'une autre session, d'un autre débat, mais j'ai bien entendu le passage du gouvernement ouvert à l'État ouvert et je m'interrogeais en vous écoutant si l'État ouvert engage davantage que le gouvernement ouvert. Ce sera pour une autre fois, mais merci d'avoir posé ces jalons. Nous allons à présent avancer dans l'évocation et l'analyse de ces enjeux. Je vais dans un instant donner la parole au professeur Roque Antonio Carrazza. Quelques mots d'introduction pour amener son sujet. Il ne peut y avoir de circulation des données sans stockage de l'information. Le cloud computing est un enjeu essentiel en la matière et l'Union européenne est consciente de la nécessaire souveraineté en ce domaine pour parvenir à la mise en place d'espaces européens de données qu'elle appelle de ses voeux et dont William Gilles et moi-même avons fait mention ce matin à l'ouverture des journées universitaires sur les enjeux des gouvernements ouverts. Or, l'un des enjeux de la souveraineté est évidemment celui de la fiscalité, car selon les règles adoptées, les choix peuvent être différents. Pour traiter de ces enjeux, nous avons l'honneur d'écouter une intervention du professeur Roque Antonio Carrazza, qui vient du Brésil, et nous vous remercions sincèrement, professeur, d'avoir fait ce long voyage pour venir jusqu'à nous. Je voudrais dire à tous les participants à ces journées universitaires que vous êtes une des références très importantes en matière de fiscalité au Brésil, que vos écrits sont très souvent cités par de hautes juridictions comme la Cour suprême et que l'essentiel de ce qui s'écrit en droit fiscal au Brésil est écrit par votre plume. Merci beaucoup. Je m'appelle Roque Antonio Carrazza et je suis professeur de droit fiscal de l'Université catholique de São Paulo, au Brésil. Je commence par dire que c'est avec grand plaisir que j'ai accepté l'invitation honorable de l'éminent professeur Ricardo Asson Sayeg pour participer à ce congrès juridique Vitorier. Vitorier par la forme comment c'était organisé. Vitorier pour l'actualité de ces thématiques. Et Vitorier, pourquoi pas, pour l'excellence de ses participants. Eh bien, selon le programme officiel,
je vous parlerai sur la fiscalité dans l'environnement de l'informatique en nuage. Comme c'est de votre connaissance, l'arrivée de l'Internet après les années 90, lorsqu'il est devenu accessible à l'échelle mondiale, a transformé les relations humaines, inclus dans le secteur fiscal. Aujourd'hui, de multiples événements se produisent dans ce qu'on appelle le cyberspace, avec des répercussions importantes dans le cadre du droit. Pour cette raison, les normes juridiques doivent suivre le rythme des progrès technologiques sous peine de cesser de réglementer les relations intersubjectives qu'elles soulèvent. Ce besoin grandit à un point culminant face aux phénomènes fiscaux qui se développent dans l'environnement de l'information en nuage. Dans cette étude, j'essaie d'analyser les nouvelles situations factuelles dérivées des comportements dans le cyberspace, en ayant en même temps le souci de démontrer que, sous prétexte d'éviter la fraude et l'évasion fiscale, les systèmes juridiques et ses exécutants ne peuvent pas ignorer les droits fondamentaux des contribuables. Je commence par dire que, paradoxalement, l'homme s'efforce pour épargner efforts et pour réaliser ce qui n'existe pas encore. Il sait que la vie n'est pas seulement théorie, mais aussi pratique. Cela conduit à la création de machines, de monnaies, de banques, de systèmes économiques, capitalisme, socialisme, etc., de technologies de l'information et plus récemment d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, pratiquement tout est connecté ou connectable, terminologie d'ailleurs utilisée pour faire allusion à l'Internet des objets, qui, en modifiant la interaction entre les hommes et les machines, génère de nouvelles opportunités commerciales et crée un meilleur des mondes, comme dirait Aldous Huxley. Les marchés sont en train de se virtualiser, ce qui, pendant des millénaires, se faisait exclusivement dans des lieux physiques, est aujourd'hui, tant au niveau national qu'international, les opérations juridiques sont de plus en plus numérisées, à tel point que l'on assiste à un vidage progressif des bâtiments commerciaux, accompagné de leur remplacement par des structures de marché différenciées, en particulier des plateformes qui permettent l'augmentation du nombre d'agents économiques et de transactions, ainsi que la uniformisation des contrats, le tout pour mieux répondre aux besoins des fournisseurs et des demandeurs. Sur les marchés financiers, on assiste également à un changement dans les relations bancaires traditionnelles, car avec la numérisation, les parties n'ont pas besoin d'intermédiaires pour entrer en relation et conclure leurs transactions, dont certaines sont très récentes, telles que les blockchains, les financements participatifs, les cryptoactifs et les smart contracts. La fourniture de services en ligne, la vente de produits virtuels et d'autres opérations effectuées à distance permettent également la consommation sans la présence physique des fournisseurs dans les pays du consommateur ou de l'emprunteur, sans dédouanement des biens
et sans l'exécution du service sur les lieux de fourniture. De même, sur les marchés du travail, la fourniture de services externalisés devient courante, ce qui doit être fait avec prudence afin de ne pas fragiliser certaines catégories de travailleurs. Bref, l'économie numérique et ses modèles d'affaires internationaux apportent plusieurs défis, notamment en raison de l'inefficacité de la tributation sur la consommation de services et d'actifs immatériels. Comme il n'est pas difficile de le constater, l'absence de ces liens mesurables rend la fiscalité difficile en fonction de la juridiction et des règles fiscales de chaque pays. Pour ces raisons et d'autres, il faut que les droits soient de plus en plus mis à jour, car avec l'évolution de la technologie et l'expansion remarquable du commerce international, les politiques fiscales et les modèles fiscaux existants dans les différents pays ne sont plus en mesure, en même temps, se sauvegarder à l'intérêt du trésor et d'assurer une fiscalité équitable. En d'autres termes, le droit doit répondre de manière réactive et dynamique à ces nouvelles réalités et à leur effet sur la vie des entreprises et des personnes physiques, y compris dans d'autres juridictions et espaces physiques. En effet, chaque pays doit harmoniser sa législation nationale avec celle des autres pays, sous peine de devenir inutile ou même d'avoir des impacts locaux négatifs, à tel point qu'aujourd'hui on parle de droit fiscal international dans l'espace économique. Dans ce contexte, nous avons ce que l'on appelle l'informatique nuage, que le National Institute of Standards and Technology définit comme étant un modèle permettant d'accès à un réseau partagé de ressources informatiques configurables qui peuvent être rapidement provisionnées et libérées avec peu d'efforts de gestion et sans beaucoup d'intégration de la part du fournisseur de services. Aujourd'hui, en particulier, dans l'informatique et nuage, c'est nécessaire de savoir comment et où les taxer. En outre, il y a un autre facteur de complication à prendre en compte. La plupart des fournisseurs de l'informatique et nuage à l'échelle mondiale, notamment parce que la raison d'être de ce système est d'être disponible partout où il y a une connexion Internet. Bref, il n'y a pas de limitation géographique dans l'espèce. Pour cette raison, ces fournisseurs ont des structures commerciales complexes qui sont réparties dans le monde entier, ce qui, évidemment, rend difficile le traitement fiscal des opérations qu'ils effectuent et des revenus qu'ils reçoivent. C'est vrai que les États sont souverains pour taxer les activités économiques qui se déroulent sur leur territoire. Cependant, avec le phénomène de la mondialisation et la augmentation des entreprises internationales, il est impératif d'éviter à la fois l'absence injustifiable d'imposition et la indésirable plurielle taxation pour les biais de traités. S'agisse de la fiscalité des opérations de cloud computing, les défis auxquels est confronté le système fiscal international prennent de nouvelles contours. Par exemple, il n'est pas clair
si de telles transactions doivent être classées comme une vente de biens ou une prestation de services. On ne sait pas où la consommation est liée, afin de déterminer la juridiction compétente pour exiger les taxes, puisque telles opérations sont effectuées à distance par l'Internet, qui déconnecte les liés où elles ont lieu et les liés où se trouvent les consommateurs. On ne sait pas comment exiger et recevoir les tributs, étant donné les limites inhérentes aux nations, pour exiger le respect de leurs lois fiscales de la part des fournisseurs d'informatique et nuage, dont le siège social est situé à l'étranger. Et, éventuellement, pense que les transactions dans le cloud ouvrent la porte aux abus et à la fraude, notamment parce qu'elles permettent à des personnes malveillantes de falsifier des informations sur les liens de consommation et la valeur de la transaction. Bien, des problèmes mis en évidence, il ressort que les actuels outils de taxation du commerce international ne sont pas suffisants pour assurer la certitude et la prévisibilité de l'imposition des opérations d'informatique et nuage. Alors, en général, les lois fiscales font référence à des concepts géographiques physiques, tels que la présence de l'établissement, d'équipements et ou de la main-d'œuvre dans une juridiction déterminée. Ces concepts ne sont pas compatibles avec le modèle économique du cloud computing virtuel et sans frontières, qui génère plus d'incertitude et d'insécurité juridique dans sa fiscalité. Mais comment établir une fiscalité internationale sûre et adéquate pour les opérations de l'informatique et nuage? La première difficulté qui se pose pour la fiscalité de cette opération est de définir leur nature juridique, qu'il s'agisse de la vente de biens ou de la fourniture de services. Je rappelle que la OCDE, lorsqu'elle s'est penchée sur la taxation du commerce électronique, a conclu que toute opération juridique onéreuse en faveur des tiers ne consistant pas en une livraison de biens matériels constitue une prestation de service. Cette ligne directrice a finalement été adoptée par l'Union européenne. Par conséquent, comme dans la plupart des cas, les opérations de cloud computing impliquent des actifs incorporels, par exemple des données et des informations numériques. Pour l'OCDE et l'Union européenne, elles ont la nature juridique de la fourniture de services et, en tant que telles, devraient être taxées. Plus précisément, l'Union européenne, adoptant les lignes directrices de l'OCDE, a introduit une nouvelle catégorie de services, les services fournis par voie électronique, qui consiste, entre autres, en la fourniture de produits essentiellement numériques, y compris des logiciels et leurs mises à jour, et les services qui permettent ou soutiennent la présence d'une personne ou d'une entreprise sur un réseau électronique, tel qu'un site web ou une page web. La plupart des opérations impliquant l'informatique et nuage correspondent à ces définitions, de sorte que dans l'Union européenne aussi, les opérations d'informatique et nuage sont la fourniture de services. Néanmoins,
bien que l'accord apporte une sécurité et une certitude considérables à la fiscalité numérique, il est largement critiqué, principalement parce qu'il ne tient pas compte des caractéristiques spécifiques de ce type d'entreprise, ce qui peut entraîner des distorsions. L'autre problème est de savoir où les opérations d'informatique et nuage devaient être taxées. L'OCDE et par conséquent l'Union européenne ont adopté les principes de destination, tant pour le commerce interentreprise, BDB, business to business, que pour le commerce entreprise et particulier, BDC, business to consumer. Dans les deux cas, ils ont stipulé que l'État compétent pour les taxer est celui dans lequel se trouvent les consommateurs. J'ouvre ici une parenthèse rapide pour faire remarquer que l'imposition à destination contribue à sa prévisibilité. Cependant, étant donné que l'économie numérique a modifié la notion d'établissement, qui peut désormais être virtuel, d'autres éléments doivent être utilisés pour définir la destination, tels que l'adresse de facturation, l'adresse IP, les coordonnées bancaires, etc., ce qui, malheureusement, n'élimine pas la possibilité de divergence et de fraude. C'est le cas où l'on invoque ici le célèbre adagio italien « Fatta la legge, trovato il sbaglio, a faire la loi, trouve l'erreur ». Toujours afin de permettre au pays de recevoir la taxe sur les valeurs ajoutées sur ces transactions, un problème qui se pose notamment lorsque les fournisseurs de cloud computing sont basés dans d'autres pays. Les lignes directrices adoptées par l'Union européenne ont été données dans le sens d'établir les mécanismes de autoliquidation pour les transactions BDB. Grâce à ces mécanismes, la responsabilité du paiement de la taxe devient la responsabilité du consommateur du bien ou du service et par conséquent la nécessité de enregistrer un fournisseur étranger où la taxe presque impossible de collecter la taxe dans un pays étranger est évitée. D'autre part, les transactions BDC ont été soumises à la méthode d'enregistrement, obligeant les fournisseurs à s'enregistrer auprès des autorités fiscales du pays où la consommation a lieu. Cependant, cette méthode, bien qu'efficace pour les grandes entreprises qui détiennent une part importante du marché de la consommation, est pratiquement irréalisable pour les petites entreprises avec une pénétration minimale du marché. C'est pourquoi l'OCDE a recommandé de simplifier le recouvrement par les regards d'intermédiaires tels que les plateformes de commerce électronique et les agents logistiques pour les biens matériels. Afin de simplifier les procédures d'enregistrement, l'Union européenne a institué le régime Mini One Stop Shop, MOS, en vertu duquel les fournisseurs de cloud computing enregistrent et déclarent la TVA pour une seule juridiction, à savoir celle de l'État membre d'identification, et perçoivent la taxe pour celle-ci. Enfin, il appartient à cet État membre de reverser le montant perçu aux États membres de consommation.
un tel régime MOS s'est avéré efficace, car il a non seulement facilité la collecte de la TVA sur ces transactions, mais a également réduit les coûts de conformité pour les fournisseurs de cloud. Quoi qu'il en soit, on peut dire que l'OCDE et l'Union européenne ont déjà parcouru un long chemin pour surmonter les défis inhérents à la fiscalité de l'économie numérique, même s'il reste des questions complexes nécessitant des solutions techniques et réglementaires. Cela ne s'est pas produit dans la législation des pays non membres de l'OCDE. Il n'y a pas de mécanisme pour taxer les opérations de cloud computing, ni même la définition de leur nature juridique. Au Brésil, par exemple, sauf la disposition de contenu per les biais du streaming, qui est soumise à la taxe sur les services de toute nature, il y a seulement la cotisation de sécurité sociale sur les revenus bruts, réalisée par l'entreprise qui fournissent sur le territoire national des services de technologie de l'information IT. Par conséquent, dans ces pays, le scénario reste celui de l'incertitude et de l'insécurité juridique, ce qui empêche les opérations internationales de cloud computing d'être taxées au moyen de la TVA ou d'une autre taxe ou d'une taxe similaire. Alors, il est clair qu'une réforme de loi fiscale est essentielle pour que les opérations de cloud computing soient correctement taxées. Mais il est encore plus nécessaire que les lois qui seront promulguées soient compatibles avec le niveau international, afin d'éviter soit l'existence de l'imposition, soit l'incidence multiple. Bref, il est essentiel que, comme cela se produit dans l'Union européenne, il y ait une compatibilité entre les lois fiscales de différents pays, ce qui, je vous avoue, c'est difficile à cause des positions politiques et commerciales différentes que chaque pays adopte. En résumé, pour que les opérations internationales de cloud computing soient correctement taxées, seule l'existence d'un lien entre les législations nationales, probablement né d'un traité international multilatéral tel que l'OMC, tel qui résulte d'un consensus mondial, peut répondre aux questions les plus pressantes en matière de fiscalité de ces nouvelles entreprises. Quel pays a le droit d'imposer quelle partie du revenu et sur quelle base? À mon avis, également, à l'instar de l'expérience réussie de l'Union européenne avec le régime MOS, quand tel traité comprenne la création d'un organisme international éventuellement lié à l'OMC, où les fournisseurs de cloud computing pourraient s'enregistrer et collecter la TVA sur les opérations qu'ils effectuent, et cet organisme, une véritable chambre de compensation, s'efforcerait de remettre les chiffres au pays où se trouvent les consommateurs. D'une part, il facilite la collecte de la taxe en évitant les multiples incidences et d'autre part, réduit les coûts fiscaux de ces prestataires qui n'auront qu'à enregistrer et à collecter cette TVA auprès d'une seule entité. Bien entendu, la forme de cet organe, ainsi que la forme d'imposition et le traité international lui-même devront faire l'objet de débats
long et houlé. Quoi qu'il en soit, sans la sécurité et la certitude de la loi, sans la fermeté et l'efficacité des situations juridiques, il est impossible de parvenir à la paix sociale et à la confiance de la communauté dans le clou du computing, l'informatique et nuage. Je pense, je me permets de répéter, que seulement un traité international multilatéral pourra apporter des solutions pour ce problème posé par la mondialisation de la technologie. Je voudrais remercier de votre gentillesse pour m'avoir écouté. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Carezza. L'économie numérique a fait naître, vous nous l'avez montré avec beaucoup de clarté, de nombreux défis qui transforment en profondeur le droit fiscal, ses règles, son évolution, son adaptation à l'ère du cloud computing. Vous avez notamment attiré notre attention en ce qui concerne sa volatilité, son recouvrement, la lutte contre la fraude, autant d'enjeux qui sont aussi nécessaires que le nécessaire travail du législateur en ce domaine. Nous vous en remercions. Alors, un constat s'est posé à nous lorsque nous avons rédigé cet ouvrage sur l'open data, William Gilles et moi-même, à savoir la différence d'approche de l'Union européenne entre l'ouverture des données et les autres branches du droit des données. Alors qu'en matière d'open data, l'Union européenne a continué à recourir à la directive comme instrument de régulation, au risque de différences de transposition entre les États membres, force est de constater que le choix est différent pour le droit de la protection des données et la gouvernance des données, où c'est le règlement qui est désormais privilégié par l'Union européenne. C'est avec ces quelques éléments que je souhaiterais introduire la thématique que Jean Arrivel nous fait l'honneur d'analyser dans cette session. Jean Arrivel a une double carrière d'ingénieur et d'universitaire. Je crois que le droit du numérique, qu'on appelait dans le temps le droit de l'informatique, est apparu dans les années 1970, ou tout au moins son besoin est apparu dans les années 1970. Et à l'époque, il n'y avait pas de loi existante protégeant contre l'informatique. Et il n'y avait à la limite pas besoin de se protéger contre l'informatique. L'informatique était naissante. Par contre, des esprits effectivement avancés ont senti le besoin de ce droit de protection de l'individu contre l'informatique. À l'époque, on ne parlait pas encore du numérique, tout n'était pas numérisé, loin de là. Et donc, en 1970, ce courant est apparu en Europe. En 1978, la France a promulgué 2 lois importantes qui sont la loi informatique et liberté et la loi sur l'ouverture des données administratives, la CADA, qui a créé 2 entités, la CNIL pour les données et la CADA pour les données numériques. Et donc ces 2 lois ont effectivement été très importantes. En 1981, l'Europe a commencé, avec la Convention 108, à édicter un traité qui demandait aux États qui signaient ce traité d'avoir un minimum de législation protégeant les données numériques. Mais il a fallu attendre 1995 pour que l'Union européenne publie sa première directive sur la protection des données numériques. Et comme toute directive, la directive devait être transposée en droit national. Elle était relativement transposée rapidement dans les États qui n'avaient pas de législation protectrice. Elle a été beaucoup plus tardivement transposée dans les États qui avaient déjà une législation, dont la France,
puisqu'il a fallu attendre 2004 pour que cette directive soit transposée en droit français. Donc, on voit que le temps de la loi est long. Le temps de la loi est long, puisque les législateurs, je dirais, prennent leur temps pour édicter des lois. Est-ce bien, est-ce mal? Tout dépend. En bon normand, je dirais que tout dépend de la loi et du domaine de la loi. En numérique, il est important de voir que tout va très vite et qu'on a besoin d'une harmonisation totale. L'Europe l'a bien compris et donc la directive sur la protection des données s'est transformée après mûre réflexion. Je crois qu'il a fallu 5 ans à l'Union européenne pour effectivement passer de la directive à un règlement, le fameux RGPD, que tout le monde maintenant connaît. Et ce règlement a un gros avantage, c'est que à partir du moment où il est publié, dans les 2 ans qui suivent, il est automatiquement applicable dans tous les États membres de l'Union européenne. Ce règlement a apporté un certain nombre d'avantages à l'Europe, puisqu'il a défini un certain nombre de principes. Et pour moi, l'un des plus importants principes, c'est que l'Europe pouvait se défendre contre les attaques sur les données personnelles. Elles s'en donnaient juridiquement les moyens, ce qui n'était pas le cas avant. Souvenez-vous de l'affaire Yahoo. L'affaire Yahoo, c'est quand Yahoo a voulu, dans une de ses pages, vendre des insignes nazis, des casques nazis et autres matériels nazis. La France, le tribunal de Paris, a demandé à Yahoo de fermer cette page de façon à ce qu'elle ne soit pas accessible aux Français, puisque l'apologie des crimes nazis est interdite en France et en Europe d'ailleurs. Et Yahoo s'est retourné vers un tribunal américain pour lui demander d'annuler la décision du tribunal français. Bon, il n'y a jamais eu réellement de décision totale sur cette affaire. Aujourd'hui, le RGPD permettrait de fermer effectivement plus facilement ce site. Et encore mieux, les nouveaux règlements qui sont parus en 2022, donc récemment, qui sont le DSA et le DMA, qui sont des règlements également qui permettent de mieux protéger effectivement les services numériques et les marchés numériques. Et puisque là, effectivement, dans ces 2 règlements, je dirais, l'expérience du RGPD a été reprise, puisque ces 2 services, ces 2 règlements, permettent de définir effectivement une autorité indépendante dans chaque État qui va vérifier que les entreprises qui génèrent, qui proposent ce service respectent effectivement le règlement. Donc sur le même principe que les autorités indépendantes pour les données numériques. Donc on a maintenant des autorités indépendantes qui vont vérifier que les services sont bien rendus en conformité avec la loi, que également ces coordonnateurs, puisque ça s'appelle comme ça, vont effectivement se réunir au niveau européen comme les protections de données se réunissent au niveau du groupe des 29 qui est devenu le Centre européen de protection des données. Ben là, c'est pareil. Il y a un groupe qui va effectivement être créé avec les différents coordonnateurs des États. Donc on retrouve effectivement cette même dimension au niveau des services. Où l'Europe est allée un peu plus loin
pas avec le DSA, mais avec le DMA, c'est que dans le DMA, où on retrouve effectivement un certain nombre de nouveautés, il y a une grande nouveauté qui intervient dans le DMA, c'est que effectivement, les entreprises qui vont être surveillées et contrôlées par la Commission européenne vont devoir payer une redevance pour effectivement entrer sur le marché européen. Et ça, c'est nouveau. L'Europe fait payer son contrôle à travers le DMA. Jusqu'à maintenant, il n'y avait pas de... L'Europe contrôlait, mais les entreprises n'avaient pas à payer. Maintenant, elles ont à payer en fonction de leur chiffre d'affaires mondial. Bon, je ne parle pas des amendes qui ont effectivement sont calculées sur le chiffre d'affaires mondial, ce qui avait déjà été repris dans le RGPD. Et par contre, voilà. Donc, on s'aperçoit que la directive, qui était déjà une bonne chose, la directive avait permis d'harmoniser la protection des données au niveau européen. Le règlement va encore plus loin, puisqu'il n'y a pas besoin d'harmoniser. C'est une loi qui est applicable au niveau de l'Union européenne, sans qu'il y ait d'actes législatifs à faire au niveau des États. Et j'ai regardé ce qui s'était passé entre 2021 et 2023 au niveau de l'Union européenne. Et en fait, j'ai découvert que finalement, entre 2021 et 2023, l'Union européenne avait utilisé énormément le règlement pour sa législation intérieure dans le numérique. Il y a par exemple 3 règlements concernant la monnaie virtuelle et les crypto-actifs. Et donc c'est par le règlement que l'Europe a effectivement légiféré sur les crypto-monnaies et les crypto-actifs. Également sur un règlement sur la gouvernance européenne des données. Donc il y a un règlement sur la gouvernance. Il y a un règlement sur les échanges électroniques transfrontalières des données. Il y a un règlement concernant l'itinérance sur le réseau public de communication mobile. Alors, on s'aperçoit qu'effectivement, il y avait un pack communication qui existait. C'était un ensemble de directives plus ou moins transposées dans les pays qui permettaient aux différents pays d'avoir un socle commun au niveau des télécommunications, mais quand vous passiez d'un État à un autre, votre téléphone portable, vous aviez intérêt à l'éteindre ou alors à l'associer à votre carte bleue, parce qu'effectivement, les fournisseurs de télécommunications taxaient fortement l'itinérance d'un pays à l'autre sur les données. Aujourd'hui, en Europe, quand vous avez un abonnement pris en France, il vous permet de vous promener dans l'Europe et de communiquer n'importe où en Europe sans avoir à payer de compléments d'information. C'est grâce à effectivement ce règlement sur l'itinérance qui date de 2022. Il y a donc un certain nombre de choses comme ça, et on a parlé ce matin du règlement sur l'intelligence artificielle qui est en cours d'élaboration. Donc là, directement, c'est un règlement. Il n'y a pas aujourd'hui de directive sur l'intelligence artificielle. On va directement parler d'un règlement. Et sur les télécommunications et le futur paquet télécom, les États membres de l'Union européenne se sont mis d'accord sur le principe d'un règlement, donc qui viendra et qui permettra effectivement, au niveau des télécommunications, d'avoir un règlement unique et pas des législations de télécommunications dans les différents pays. Merci d'avoir attiré notre attention sur la lenteur de transposition des directives, sur la longueur du temps législatif face à un temps technologique beaucoup plus rapide, et de nous avoir montré également avec la même clarté comment le RGPD peut servir de modèle, de tremplin pour construire les instruments du droit du numérique européen et en particulier de la gouvernance des données. Depuis le début de cette session, nous parlons de
circulation des données, eh bien, ces données sont appelées à circuler pour être échangées. Et c'est la thématique que nous allons voir à présent avec Paul Moussier, qui va s'intéresser au régime juridique de l'échange de données entre administrations, une approche opérationnelle. Paul Moussier est universitaire et a une carrière déjà avancée en matière de protection des données. Et donc il est tout à fait à même de nous donner son point de vue sur ces thématiques importantes de l'échange de données entre administrations. Merci Paul de votre présence, vous avez la parole. Bonjour à toutes et à tous, rebonjour même, merci à vous pour votre présence et bien évidemment merci à Irène Boisdana et à William Gilles pour la tenue et l'organisation de ces 2 jours de réflexion académique mais aussi opérationnelle, c'est un peu l'objet de mon propos. S'il en est justement un enjeu juridique pour la circulation des données dans l'ère du numérique que nous connaissons, on pourrait citer sans trop se tromper la protection des données à caractère personnel, la question de l'ouverture des données dites publiques et le fameux open data, ou encore la réutilisation des données dites protégées, et ça c'est l'objet du fameux Data Governance Act dont a parlé Jean Arrivel à l'instant. Mais il en est un d'enjeu en particulier qui tombe sous le sens et qui pourtant fait l'objet d'une connaissance encore assez faible de la part des administrations concernées, mais aussi des usagers, du public concerné par ce régime juridique-là. Il s'agit du régime de l'échange de données entre administrations publiques. Par échange de données, en droit français et au sens un petit peu commun, si vous voulez, on entend et on pensera bien évidemment à tout ce qui va relever du traitement de l'information, de l'échange au transfert entre 2 personnes morales de droit public. L'université et une collectivité, un ministère et une région, etc., etc. Ces échanges de données, ils sont communs et il y a pourtant un chemin entre, si vous voulez, le régime juridique dit de l'open data, c'est-à-dire ouvrir les données en masse ou par défaut, par principe ou sur demande, et la protection stricte des données, notamment à caractère personnel ou de façon plus générale la confidentialité des données qui ne devraient pas être amenées à être communiquées à une tierce partie. Mais ça, c'est pour le sens un peu commun de l'échange de données. La rigueur du droit positif, pour ce qui est du droit français à l'instant où nous nous parlons, m'oblige à préciser la chose davantage. En droit public et en droit administratif, l'échange de données entre administrations est le régime juridique qui est énoncé aux articles L114-8 et suivants du code qu'on appelle le code des relations entre le public et l'administration, qui n'est autre d'ailleurs qu'une transposition de directives au niveau de l'Union européenne, un peu en lien avec ce que Jean Arrivel a pu énoncer à l'instant. Et je me permets ici de vous ramener aux différents travaux d'Irène Boisdana et de William Gilles et aussi à l'actualité juridique de 2022, car on a finalement, et ce sera la fin de mon introduction, 3 grands régimes. L'open data, comme énoncé plus tôt, c'est-à-dire l'ouverture des données ou par principe ou sur demande d'un demandeur. On a le régime de réutilisation des données dites protégées, données personnelles, données couvertes par des droits d'auteur, etc., données couvertes par le secret d'affaires. Ça, c'est le régime juridique sur demande du Data Governance Act. Et on a enfin ce 3e régime juridique qui va concerner, et c'est ici l'ensemble des critères qu'il faut retenir, uniquement les administrations. Et par administration, on va y venir dans quelques instants, on entend les personnes morales de droit public qui ont une mission de service public administratif. Ça aura son importance dans la suite et la critique que j'ai envie de vous exposer. Et du coup, dès lors qu'une administration va répondre à une demande d'un usager, ça va être une prestation sociale par exemple, un droit, l'exercice d'une prestation ou d'un service public, pensez aux allocations, pensez aux aides pour les étudiants, etc., ou la bourse, l'administration A va être autorisée dans la légalité à non pas redemander les données personnelles à la personne qui a sollicité la prestation, mais va pouvoir aller les solliciter auprès d'une administration B. Ça a un nom assez marketing, c'est le principe du dites-le-nous une fois, et c'est finalement ce qui est censé permettre ce régime juridique dit de l'échange de données entre administrations publiques. L'administration chargée de traiter la demande, elle va donc pouvoir solliciter une autre administration, et ça, l'usager, la personne physique qui a exercé son droit, ne le verra pas, et c'est gage de facilité, de fluidité dans l'exercice des droits sociaux et juridiques, mais c'est aussi gage d'une performance pour l'action administrative, pour ne pas perdre de temps et en moyens et en temps précieux. Tout ce qui, si vous voulez, l'objet de ma réflexion, pour tenir aussi les temps, c'est de vous souligner un petit peu tout ce qui devrait être opérationnel.
Quand on dit opérationnel, on ne va pas se contenter d'une simple lecture des articles juridiques, c'est de comprendre, puisque ce qui est opérationnel, c'est ce qui est censé être en activité, ce qui est censé être en pleine effectivité, ce qui est censé marcher en fait. On va essayer de s'interroger très rapidement, et ça fera l'objet aussi d'une analyse peut-être plus poussée, de venir questionner un petit peu les critiques de ce régime juridique d'échange de données-là, puisque je crois qu'en droit, il y a aussi à en émettre, et peut-être aussi techniquement, ce sera peut-être l'objet d'une prochaine présentation, notamment dans la table ronde qui suit. J'ai peut-être deux types de critiques opérationnelles, et ce sera mon axe de réflexion. D'abord, on a des difficultés et des critiques d'un point de vue organique, c'est-à-dire par rapport aux personnes morales concernées, l'administration, quelles administrations sont concernées, on va essayer de voir si le périmètre délimité par ce régime juridique, est-ce qu'il est si pertinent que ça. Et ma deuxième catégorie de critiques, c'est les critiques matérielles, c'est par rapport à savoir s'il n'y a pas un enchevêtrement, une multitude de régimes juridiques dans l'échange de données, non seulement au niveau national, dans la loi, mais aussi au niveau local, ce qui n'est pas forcément facteur de lisibilité et de compréhension par les acteurs eux-mêmes concernés pour aller exploiter ces nouveaux leviers juridiques qui ont pourtant vocation à servir et l'administration, sa performance, mais aussi l'usager et la personne physique. Dans ma première catégorie de critiques assez organiques, il y en a une qui, moi en tout cas personnellement, me tient assez à cœur, c'est que l'article L114-8 du code dont je vous ai parlé à l'instant parle des administrations. Les administrations échangent, pour répondre à une prestation d'un individu, toutes données à son encontre, essentiellement des données personnelles. Mais la définition d'administration dans le code des relations entre le public et l'administration, en tout cas si on prend son introduction, c'est toutes les personnes morales de droit public. Déjà, on n'a pas de personnes morales de droit privé. Les entreprises en charge d'un service public, elles virent. Et le code des relations précise bien que ce sont uniquement les personnes publiques en charge d'une mission de service public administratif. Et là, pour qu'on soit tous bien clairs sur les termes, en France, c'est un vieux débat, il y a deux types de régimes de service public. Il y a les services publics administratifs, la police, la justice, les prestations sociales, etc. Mais on a aussi une manière d'exécuter le service public qui est le service public industriel et commercial. C'est-à-dire qu'en France, le législateur a considéré fut un temps, notamment au début du XXe siècle, que l'entreprise, ou tout du moins le mode de gestion d'une entreprise privée, pouvait aussi participer à concourir à l'intérêt général et à l'intérêt public, et donc au bien commun des citoyens, au niveau local comme au niveau national. On a du coup une première limite, c'est que ce régime juridique d'échange de notre administration, si je lis le texte stricto sensu, il ne se rapporte qu'à ce premier type d'administration, ce premier type de personne morale, exclusivement en charge des services publics administratifs et non des services publics industriels et commerciaux. Ce qui peut venir poser un problème pour tout un ensemble d'entreprises privées en charge d'une mission de service public industriel et commercial, pensez au transport en commun par exemple, ou à un ensemble d'établissements publics, de régies, industriels et commerciaux également, qui ont en charge toute une gamme de services publics qui pour autant n'en sont pas moins utiles à la collectivité. Pensez à l'eau potable, pensez aussi aux télécoms, même si c'est un peu plus compliqué en ce domaine-là. Ça, c'est ma première critique opérationnelle, c'est que ce régime juridique-là, il n'est peut-être pas suffisamment clarifié, et peut-être qu'il a pris la poussière par rapport à d'autres évolutions législatives qui ont mis en cohérence ces deux types de services publics en France. Pensez notamment au régime juridique de l'open data, où ici, les deux types de services publics, les deux types d'actions administratives sont concernés par l'obligation d'ouverture des données publiques, qui sont les données de service public au sens large du terme. Ça, c'est ma première critique organique. J'en ai une deuxième, c'est que le régime juridique en question dont nous parlons depuis quelques minutes, lorsque un décret en date de mai 2023 a listé l'ensemble des administrations publiques, notamment au niveau national, qui vont être du coup obligées, contraintes d'ouvrir ces données et d'échanger ces données à d'autres administrations qui ont du coup un besoin d'instruire la demande d'un particulier. Cette liste prise par décret, c'est l'article D114-9 du Code, elle n'est pas exhaustive. Le décret n'a pas listé, n'a pas cartographié l'ensemble des administrations qui ont vocation à être contraintes d'échanger leurs données dès lors qu'une administration A va solliciter l'administration B. Et ce problème-là, c'est que le décret en question, il renvoie au régime juridique de l'open data sur demande, c'est-à-dire l'article L300-2 du Code des relations entre le public et l'administration, et c'est très bien, ce régime juridique-là, il pourrait limite suffire, si vous voulez, à récupérer les données entre administrations. Mais on se retrouve avec une dualité de régime juridique qui n'est pas satisfaisante, qui n'est pas claire, et j'ajoute à ça un autre problème qui va me permettre de faire le pont avec mes critiques plus matérielles, c'est la critique de, si vous voulez, comment on s'assure que ce régime juridique-là est bien mis en place.
Aujourd'hui, ça a été rappelé notamment par Jean Arrivel il y a quelques minutes, on a la CNIL pour le RGPD, la protection des données personnelles. On va aller contrôler, s'assurer que les responsables de traitement, ils respectent la loi. Ça tombe un peu sous le sens et on va pouvoir mettre des amendes, faire des mises en demeure, mener des enquêtes si nécessaire. Aujourd'hui, dans tout ce qui relève de la sphère des données dites publiques, les données propres aux administrations, les données de services publics, la commission d'accès aux documents administratifs, qui est censée être la CNIL, si vous voulez, en matière de données publiques, et cette fois-ci non personnelles, a plusieurs fois, à plusieurs reprises, renié sa compétence en matière de contrôle de l'exécution de ce régime juridique d'échange entre administrations. C'est-à-dire que la CADA, elle dit « Ok, moi je vais aller m'assurer, je vais répondre aux avis, aux conseils, aux demandes des collectivités qui veulent accéder à un document administratif vis-à-vis d'une autre ». Mais par contre, sur le fondement de l'article L114-8, on a un ensemble d'avis de la commission d'accès aux documents administratifs qui ou rechigne à affirmer sa compétence, ou alors ne répond même pas aux moyens qui étaient invoqués par l'administration A qui a sollicité sa saisine. Donc on se retrouve sur quelque chose d'assez problématique, d'autant que, et je ne suis pas là d'en conclure, que la commission d'accès aux documents administratifs dont on parle à l'instant n'a pas de pouvoir de sanction et n'a pas de pouvoir d'amende comme une CNIL ou une ARCOM pourrait en avoir. Ça, c'est pour mes critiques organiques. Je vais rapidement basculer sur les critiques matérielles, puisque vous verrez qu'il y en a quelques-unes, et j'en conclurai. C'est un peu, si vous voulez, le même problème qu'à l'instant. On a sur l'aspect matériel, c'est-à-dire quelles données sont concernées, quel régime juridique utilisé, on a historiquement dans un ensemble de codes, et je vais vous prendre un seul exemple, dans le code de l'action sociale et des familles, qui est un code en droit français qui permet l'exécution de prestations sociales, on a un ensemble de régimes juridiques où certaines administrations publiques, là en l'espèce en charge du coup de l'exécution du revenu social d'activité, le fameux RSA, il y a des régimes juridiques qui sont du coup spécifiques à des administrations publiques pour les échanger par principe. Donc du coup on a une contradiction. Je vais vous donner un exemple tout bête. Là où l'article L114-8 du CRPA dit l'échange de données c'est OK, mais c'est uniquement pour répondre à une demande de prestation du demandeur, on a un régime juridique dans le Code de l'action sociale et des familles où ce régime d'échange juridique, il existe, c'est les mêmes finalités, c'est le même but. Mais par contre, là, on va pouvoir aussi échanger des données, non seulement pour l'accès à la prestation, mais aussi pour des contrôles, et notamment venir contrôler, je cite, l'ensemble des mesures de retour à l'emploi. Donc vous voyez qu'on a une forme de dualité dans les régimes juridiques qui est assez insatisfaisante et qui fait que ce n'est pas clair. Là où côté RGPD, données personnelles, c'est beaucoup plus limpide, et au côté données publiques, open data, on a quand même un cadre juridique qui s'est dessiné depuis la loi pour une république numérique. Mon point de conclusion, pour finir, c'est de dire que peut-être à préférer à l'approche nationale par la loi un cadre juridique, c'est vrai, clair, un point unique de contact pour se dire « Ok, on va faire comme ça, on va utiliser telle loi, tel règlement », il commence à germer au niveau local, et ça c'est d'expérience, ce qu'on appelle des partenariats de données, des schémas territoriaux autour de la donnée, qui vont permettre sur un territoire géographique donné, un département, la région, un ensemble de villes ou une métropole, vont pouvoir permettre d'acter de règles, de clauses en matière d'échange de données au niveau local pour dépasser le régime juridique au niveau national, et peut-être que ça peut davantage coller à la réalité des politiques publiques au niveau local qui correspondent à un territoire, à des impératifs différents. Peut-être que les systèmes d'information ne sont pas au même niveau, au même standard selon chaque collectivité, chaque niveau local. Là où justement le régime juridique d'échange de données que j'ai pu vous expliquer à l'instant ne fait fi de ces spécificités locales, techniques et territoriales. Voilà pour ces critiques organiques et matérielles, et on aura l'occasion de développer ces points-là à l'occasion des publications de l'été prochain. Merci beaucoup. Très bien.